Je m'appelle Boukal Oumar Bako. Donc Boukal étant mon prénom et Oumar mon nom associé au nom de mon père Bako, donc ça fait Oumar Bako. Donc je suis le conseiller culturel de l'ambassade du Gabon au Sénégal. Je suis d'ethnie Kota, du village Massa, à 56 km de Makokou, du côté de ma mère. Et de par mon père, je suis du quartier central, donc dans le canton Tanlouli. Bon, notre province, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une province qui est située, comme je l'ai dit, au nord-est du Gabon. Elle a pour chef-lieu Makokou, avec principalement 4 départements, l'Azadié, Livindo, la Lopé et l'Amvon, 4 districts aussi. Donc le district de Mbadi, celui de Batouala, Makebe Bakwaka et Mokeko. Maintenant, je dirais que c'est l'une des plus grandes provinces du Gabon. En termes de densité, c'est la plus faible. Notre population dans le Goé-Vindo est estimée à environ, on est à environ 65 000 personnes dans le Goé-Vindo. Voilà un peu pour la petite présentation. Maintenant, comme tout le monde sait, c'est une province sur le plan économique qui a des potentialités, qui regorge des potentialités, notamment au niveau de son sous-sol, avec le fer de Belinga que tout le monde connaît. Il y a également de l'or, mais pour l'instant, la principale économie qui prédomine au niveau de Goé-Vindo, c'est l'exploitation forestière, avec notamment le bois d'hiver et puis le koumé. En dehors de ça, nous avons 3 parcs nationaux sur les 13 parcs nationaux qui existent dans le pays. Donc, nous avons le parc national de la Lopé, le parc national de Livindo, le parc national de la Moigna et puis une partie du parc national de Binkébé. Donc, voilà un peu sommairement ce que je peux faire comme présentation de Goé-Vindo. L'histoire de Goé-Vindo commence avec le marquis de Compiègne. C'est lui qui a été le premier à remonter le Goé et il a atteint l'embouchure avec Livindo, je crois dans les 1878. Et ensuite, il y a eu le premier, la ville de Boué qui a été fondée par Pierre Savonian de Brazza. C'était également on est aux environs de 1908, quelque chose comme ça. Et il y a également la fondation de Makokou en 1910 et également la grande révolte des Kota, parce que les Kota ont eu à avoir une grande révolte, ils se sont révoltés face aux colons qui avaient abouti à l'emprisonnement du grand chef Kiba. Et Boué était devenu le chef-lieu, sinon le chef-lieu de la région de Djoua pendant très longtemps. Et Makokou n'a pris la relève que, je crois, 2 ans avant l'indépendance, on a transféré le chef-lieu à Makokou. Et le dernier grand événement, naturellement, c'est la première fois qu'on célèbre l'indépendance au niveau de Goé-Vindo à Makokou en 1975, donc indépendance en 15. Donc historiquement, c'est ce qu'on retient. Maintenant, on ne va pas parler quand même des migrations des populations, comment ils se sont implantés. Là, peut-être que ça fera l'objet de notre débat. Mais historiquement, c'est ce que je retiens de notre province à partir de ces principales dates-là. On peut dire qu'en Goé-Vindo, on a principalement peut-être 3 grands groupes. Parce que dans le groupe Kota, vous avez les Mahongwe, les Samaï, les Kota, les Nabomo. En fait, ce sont des gens avec lesquels on n'a pas besoin d'interprètes. On n'a pas besoin d'interprètes. On a peut-être besoin d'interprètes avec les Fans et avec les Okandais certainement. Mais en gros, les populations de Goé-Vindo sont constitués, on peut dire, de 2 grands blocs homogènes. D'un côté les Fans et d'un autre côté les autres. Et entre les 2 grands blocs, on peut situer les Kwélé, qui peuvent être un peu avec les Makina, qu'on appelle encore les Osieba. Voilà. Mais il n'y a jamais eu, en dehors, peut-être, quand l'histoire nous a dit qu'il y a très très longtemps, il y avait eu des guerres entre les Kota et puis les Bakwélé, la célèbre guerre de Poupou. Mais depuis l'avènement des temps contemporains, l'époque contemporaine, il n'y a jamais eu de guerre entre les populations de Goé-Vindo. Aujourd'hui, les Fans parlent de Kota, les Bakwélé parlent de Kota, les Kota parlent de Fans, donc les populations vivent vraiment en harmonie. Donc vous retrouvez Ngema chez les Bakota, vous retrouvez également Yazouan Bela chez les Fans, c'est comme ça. Donc les populations vivent vraiment dans des bons termes.
il faut dire que Logo-Evido nous renvoie l'image d'une province retardée sur le plan économique, sur le plan du développement même. Le seul exemple, c'est déjà qu'à Logo-Evido, il n'y a pas une banque. Il n'y a aucune banque à Logo-Evido. Moi, j'ai travaillé dans Logo-Evido et je vous dis que quand vous travaillez là-bas, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller chercher votre salaire dans le Wellington. Il n'y a pas de banque. Malgré les énormes potentialités que nous avons avec l'installation des sociétés forestières, que ce soit à Boué ou à Makokou, on a même eu à un moment donné le Transgabonais, il y a l'Octra qui a des villas là-bas, mais on n'a pas de banque. Et au niveau infrastructurel, vraiment à Makokou, que ce soit à Makokou, à Mekambo ou bien à Boué, vraiment on n'a rien eu, on n'a presque rien bénéficié. Bon, heureusement que les choses commencent à se mettre en place progressivement. On a pu quand même obtenir quelques infrastructures d'abord avec le 17 août 1975 et ensuite avec les fêtes tournantes que le président Bongo avait initiées en son temps. Depuis là, bon, voilà, il y a un petit progrès. La seule image positive qu'on peut retenir un peu de notre province, c'est le fait que c'est quand même l'une des provinces qui a su préserver l'essentiel de cette tradition ancestrale. Aujourd'hui, n'importe quel quota doit faire un tour au village pour circoncire son enfant. Beaucoup de quotas ne circoncient pas leurs enfants. Pour ne prendre que ça, ne circoncient pas leurs enfants à l'hôpital aujourd'hui. Donc, on a des rites qui sont là encore, qui se pratiquent, et les jeunes essayent de suivre le rythme. C'est une bonne chose. Donc, voilà les deux images que j'ai de cette province. Bon, moi, je crois que je peux expliquer ça aussi. Je peux dire que les autres sont arrivés à se moderniser ou bien à se déraciner plus rapidement que les quotas à cause de leur proximité avec la capitale. Pour arriver à Logo-Evido, il faut parcourir au moins 600 km. Il faut faire des heures à partir de Libreville pour Mekambo, même ça peut vous prendre même 2 jours. Donc cet éloignement-là avec la capitale a fait en sorte que les gens, la mobilité des jeunes ne soit pas aussi intense par rapport à ceux qui sont dans le moyen Logoué ou bien à ceux qui sont dans le Logoué maritime, etc. Toutefois, les Ogivens, normalement, c'est des gens qui sont très, je peux dire villageois, entre griffes, hein. C'est des gens qui aiment leur village, même si aujourd'hui, beaucoup essayent de quitter le village à cause de l'exode rural parce qu'il manque beaucoup de choses. Mais notre identité, seulement, on a une identité qui fait qu'on est très lié à nos villages parce que, justement, on a des enfants à les circoncire. Lorsque une femme, par exemple, a des jumeaux, tout ce qu'il y a autour de ces cérémonies doit se passer forcément au village parce que le cadre urbain ne sied pas à l'organisation de certains cérémoniaux voilà, qui sont liés à nos traditions. Donc, on est plus à l'aise dans nos villages où on est en contact avec la nature parce que c'est des rites, des cérémonies qui nécessitent certaines plantes, voilà, certaines racines, voilà, certaines écorces qu'on ne peut pas avoir en ville. Donc, c'est ce qui nous rapproche le plus de notre milieu. Voilà. Bon, déjà, les jumeaux, je vous assure que j'ai assisté à plusieurs reprises à cette cérémonie des jumeaux-là. Parce que ma belle-sœur en a fait, ma fille aussi en a fait. Lorsqu'une femme fait les jumeaux, elle ne peut même pas être dans la même maison que tout le monde. On l'isole, elle a une maison à elle. Donc, elle reste pendant peut-être 3 mois. 3 mois. Aujourd'hui, peut-être les choses, ils ont raccourci les choses. Donc, elle a 3 mois en isolement. Tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle boit est contrôlé. Et à la sortie, il y a une grande cérémonie où les jumeaux sont présentés à la population, aux habitants. Et lors de cette cérémonie-là, on a des danses. La femme, ce qui me marque beaucoup, c'est que lorsque la femme sort de son isolement, donc de la case où elle était isolée, jusqu'à la place où elle doit danser, elle ne piétine pas le sol. Donc, il y a des feuilles sur lesquelles elle doit marcher. Elle a les 2 bébés, elle porte avec elle les 2 bébés. Et bon, il arrive que des fois, le mari porte aussi un autre bébé, mais avant, la femme elle-même, elle avait les 2 bébés, et puis elle marchait sur
sur des feuilles qu'on enlevait au fur et à mesure qu'elles se déplacent. Vraiment traditionnel. C'était vraiment des moments de réjouissance. On lui permettait de danser. Elle dansait, on obligeait le mari également à danser. Et vraiment, c'était une très belle cérémonie. Très bonne cérémonie. Bon, ce serait peut-être très long de la décrire parce que c'est une cérémonie normalement qui prend 2 jours. Hein. Elle prend 2 jours, la cérémonie de la sortie des jumeaux. 2 jours. Mais le bouquet final, c'est le jour J où il y a toutes ces danses-là, etc. Très bien. Bien, on isolait la mère jumeau, c'était pour l'éloigner de tout ce qui est négatif, pour préserver une certaine sainteté en elle. Parce qu'il fallait qu'elle soit pure jusqu'à la sortie complète des jumeaux. Et vous savez que pour aller rendre visite à la mère des jumeaux, là où elle est en isolement, il fallait obligatoirement déposer quelque chose en nature ou bien en espèces. Soit vous laissez un peu d'argent, elle a toujours devant elle un petit panier, et quand vous accédez où elle est, vous mettez de l'argent, ou bien vous mettez quelque chose de valeur. Et n'était pas autorisé à accéder au lieu d'isolement de la mère des jumeaux, des gens par exemple qui sont allés la veille avec une femme, etc. Voilà. Il fallait donc être saint pour pouvoir accéder, un saint, véritablement saint pour pouvoir accéder là où maman jumeau était. Et habituellement, les gens, pour être plus malins, et on envoyait les enfants. On envoyait toujours les enfants. Quand vous voulez déposer quelque chose ou récupérer quelque chose chez la mère des jumeaux, les gens préféraient envoyer un enfant. Certainement parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas aussi pur que ça. Voilà. Et donc, tout cela faisait en sorte que la maman des jumeaux acquiert une certaine puissance spirituelle qui lui permettait d'être au même niveau que les hommes. Donc, elle assistait, par exemple, à certains rituels dont les femmes n'étaient pas autorisées, comme le monga. Seule la maman des jumeaux pouvait assister à la circoncision, là où on circoncisait l'enfant. Seule la maman des jumeaux pouvait prendre part à ce que nous on appelle chez les Kota Ntunda. Donc voilà, elle avait, dès que vous aviez déjà fait les jumeaux, dès qu'une femme est déjà maman jumelle, elle était considérée déjà comme un homme, donc elle pouvait prendre part à tout ce que les hommes faisaient, à tout ce qui était interdit aux autres femmes. Et tout cela passait justement par cette période d'isolement-là où on lui inculquait un certain nombre de valeurs spirituelles, on lui donnait une certaine puissance parce qu'on la lavait autrement, elle mangeait, tout ce qu'elle mangeait était surveillé, tout ce qu'elle buvait était surveillé également, et puis voilà. Il fallait être vraiment pur pour que les jumeaux puissent grandir. Et puis durant ce temps d'isolement-là, il y avait toujours des cérémonies qui étaient organisées. Et sachez que les jumeaux eux-mêmes ils donnaient déjà leur nom. Chez nous, les jumeaux, ils donnaient leur nom. Avant même leur naissance, ils donnaient leur nom. Donc, les noms des jumeaux n'étaient pas donnés fortuitement comme ça. Donc, soit quelqu'un de la famille rêvait, il venait donner leur nom à quelqu'un, soit c'est à la mère, soit c'est au père, soit c'est à l'oncle, etc. L'artisanat, parce que je vous rappelle que le masque Bakota, c'est l'un des meilleurs masques du Gabon. Le masque Bakota. Donc l'artisanat a fait en sorte qu'on produise un certain nombre de masques. On a le boueté, il y a le boueté chez nous. On a Mboli chez les Kota. Là je parle de chez les Kota, il y a boueté, Mboli. Et on a également, lors de la circoncision, comme vous avez évoqué là, la circoncision, c'est une cérémonie qui est basée sur un rite qu'on appelle le monga. Donc, il y a un rite derrière, c'est un rite initiatique. Ce n'est pas seulement la cérémonie, mais au-delà du cérémonial même de la circoncision, c'est l'initiation. On initie le jeune Kota à devenir adulte, à faire face à un certain nombre de choses, à même faire face à des dangers. C'est là où on parle de fois du ngoï, voilà. Lors de la circoncision, on amène l'enfant à un endroit pour voir s'il a cette capacité-là à réagir face à un danger. Et puis, il y a une sorte
de puissance qui arrive en lui qu'on appelle l'ongoï, qui lui permet justement de pouvoir surmonter un certain nombre de dangers. Donc, voilà un peu ce que moi je veux dire. Mais s'il faut résumer en termes de culture, ce qui nous marque là-bas, c'est l'artisanat, comme je vous ai dit, avec l'élaboration de ces masques-là, mais également de ces rites-là qui alimentent nos soirées au quotidien, pendant les vacances, les rituels de deuil, cérémonies de circoncision, voilà, les veillées funéraires, etc. Tout cela sont ponctués par les rites du Monga, de Manyala, de Esembo, voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, moi je suis du quartier central, donc du canton Tanlouli. Et dans le canton Tanlouli, il y a des fonds. Mais ce qu'on retient beaucoup chez les fonds, c'est leur rite initiatique. Il est beaucoup plus axé vers les soins. Par exemple, ils ont le mimbiri, on appelle le mimbiri là-bas. Donc, moi je retiens que c'était les grands praticiens qui étaient dans le mimbiri là, qui guérissaient beaucoup les fous. Les fonds étaient reconnus dans notre province parmi les guérisseurs des fous. Chaque fois que quelqu'un avait un problème mental, quelqu'un devenait fou, on l'amenait, je ne sais pas si vous avez connu celui qu'on appelait Minkominzo, dans le village qu'on appelle Adoué, il est parti, ça c'était, il guérissait les fous. Et voilà, ils étaient très forts à ce niveau-là, le mimbiri, c'est ce qu'on sait. Et puis, ils ont une danse que moi j'aime bien, c'est le gol. Cette danse-là qui se fait chaque fois qu'il y a des cérémonies de réjouissance, que ce soit le retrait de l'œil, la naissance ou bien les mariages. Donc, le gol est pratiqué. C'est ce que je retiens de la culture fon, voilà, principalement. Bon, moi je dirais, je peux dire que mon rôle est très limité aujourd'hui, parce qu'il faut dire que, je ne veux pas dire que je suis le créateur de ça, mais il existait avant que je ne vienne une association des ogivins au Sénégal. Et après, elle a disparu. Et quand je suis arrivé, quelques années après, ayant constaté que le nombre d'ogivins augmentait chaque année, j'ai donc jugé utile de les amener à constituer, à refaire naître cette association-là, qui est le G6 Sénégal, qui normalement avait pour but de rassembler les ogivins du Sénégal, de valoriser la culture ogivine à travers justement un certain nombre de manifestations et par ricochet valoriser la culture gabonaise, parce que nous sommes des Gabonais. Donc je ne peux pas dire que je suis le pilier de cette association. Aujourd'hui, c'est une association qui est autonome. Ce sont les présidents, il y a un bureau qui est élu avec un président à sa tête et un président qui arrive avec un programme bien défini. Donc on laisse à ce président-là le soin de dérouler son programme et après son mandat, s'il peut se représenter, c'est aux ogivins de juger son action, s'ils veulent le reconduire ou pas. Mais malheureusement, on a toujours eu des ogivins qui n'ont jamais voulu rempiler, ils ont toujours voulu faire un mandat. Et la chance que nous avons aussi, c'est que depuis que le G6 Sénégal existe, on peut dire que toutes les provinces ont eu à la gérer. On a eu un président de Mekambo, on a eu un président de Makoko, on a un président maintenant de Boué. J'espère que dans les prochains jours, on aura un président devant aussi. Voilà, on aura un président devant. Mais l'essentiel, c'est que grâce à cette association, au moins, il y a une valorisation de la culture ogivine, de l'état d'esprit ogivin même, et il y a une solidarité qui existe entre tous les ogivins, et les autres nous le reconnaissent. Aujourd'hui, les autres nous respectent parce que nous avons une association, on participe aux activités des autres associations, et aussi ils viennent nous aider, nous assister. C'est tant mieux, on est bien organisé, on a une troupe quand même danseurs, on a même une équipe de football, voilà, donc on est complet et Inch'Allah, si Dieu le veut, avec le temps, l'association va grandir et puis on devrait développer un certain nombre de choses. Parce que les activités, on les organise chaque année. Le G6 Sénégal organise une soirée socio-culturelle qui est parmi les meilleures, l'une des meilleures du Sénégal. Ça, personne ne peut dire le contraire là-dessus. Voilà. Cette soirée représente pour moi
l'occasion de présenter la culture ogivine à la communauté gabonaise du Sénégal. Et même aux Sénégalais, parce qu'à cette cérémonie, à cette soirée souvent, on a des Congolais qui arrivent, on a également des Sénégalais. Donc c'est véritablement lors de cette soirée qu'on essaye de valoriser notre culture. C'est lors de cette soirée que certains dans la communauté, ici au niveau du Sénégal, peuvent se dire « Ah ben tiens, donc celui-là c'est un ogivin, les ogivins ils sont unis, il y a beaucoup qui découvrent vraiment même nos rythmes, etc. lors de cette soirée-là. Ils découvrent également nos plats, parce que sur le plan culinaire quand même, on est bien garni. Donc c'est l'occasion souvent pour les autres de goûter aux plats ogivins comme voilà, le soupe, voilà, et autres, entre autres. Donc c'est vraiment une soirée de valorisation de notre culture, une soirée de solidarité, une soirée pour montrer aux gens que les gars de Logoi et Vilo, ils sont un ici au Sénégal. Bien, donc, avant d'abord de peut-être clore, je tiens à vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité de présenter Logoi et Vilo et puis de donner un peu mon avis sur ce qui se fait au niveau du G6 Sénégal. Pour ce qui est de la principale activité du G6 Sénégal, c'est-à-dire la soirée culturelle, j'invite tous les ogivins, je dis bien, qui sont présents au Sénégal, de pouvoir y prendre part. Et les Gabonais aussi, qui sont au Sénégal, je les invite à venir voir, à venir assister, à venir toucher du doigt les quelques pans de la culture ogivine, parce que la soirée elle est trop petite pour que les ogivins mettent en exergue tout ce qu'ils connaissent. Mais ils feront un effort de résumer un peu la culture ogivine. Donc, ce que je leur donne comme message, c'est de venir, parce que ce sont des moments de solidarité. Et quand vous arrivez, vraiment, qu'on essaye de passer la soirée dans la convivialité, avec le respect des autres, la tolérance, parce que il arrive souvent que certains amènent leurs petits problèmes avec eux dans ce genre de choses, mais je les invite à beaucoup plus de tolérance. Il se pourrait qu'il y ait un certain nombre de couacs, donc il faudrait vraiment que les gens fassent preuve de tolérance. Les ogivins assistent souvent les autres, donc c'est aussi l'occasion qui est donnée aux autres de venir assister les ogivins. Voilà ce que je vais dire. Puis je vais terminer parce que souvent les gens m'identifient au G6 Sénégal. Les gens pensent que le G6 Sénégal, ce qu'ils font, c'est parce qu'il y a le conseil culturel. Non, non, non. Moi, je les assiste parce que je suis de Logoi et Vilo, je suis vraiment de Logoi et Vilo. Mais les enfants se démerdent eux-mêmes. Les ogivins ici, ils se démerdent à travers des cotisations, ils cotisent. Quand il y a des événements, eux-mêmes ils font des efforts. C'est vrai que ce sont des étudiants d'abord, parce que ils sont constitués, je peux dire, à 98% d'étudiants ici. Donc ce sont des étudiants avec des modestes moyens qu'ils ont, que leurs parents envoient, qui font l'effort quand même de cotiser pour pouvoir organiser ces choses-là. Moi, je ne viens qu'en appui. Je ne viens qu'en appui et puis effectivement, il arrive qu'ils me consultent pour donner mon avis sur l'organisation d'une activité, mais le gros de ces activités-là est fait par le bureau. Ils ont leur organisation, donc moi je suis le CC de toute la communauté. De la même manière que je m'implique avec les ogivins, je le fais également pour d'autres associations comme Nyango, Olatano, Lemo. J'essaie de m'impliquer parce que je ne suis pas le conseil culturel des ogivins, je suis le conseil culturel des Gabonais. Donc, je n'ai pas de parti pris, sauf que, effectivement, le fait que j'appartienne à Logoi et Vilo fait que j'essaye de faire un peu plus avec les autres à cause justement des affinités ethniques, linguistiques, géographiques, qui font que je sois véritablement un ogivin. Je suis d'abord un ogivin. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en conclusion et merci encore. Bakwaka